Il est maintenant temps de passer à l'étape 4 et à l'étape 5 des procédures minimum. Quelles sont-elles? Bien, vous comprendrez que dans la situation où on est, on se retrouve avec une tour de distillation qui a été isolée, sectionnée. Mais il reste quoi à l'intérieur de ce tour-là? Bien, il reste de la pression. On n'a pas encore dépressurisé le réseau. On a simplement fermé les alimentations, puis fermé le plus promptement possible les intrants comme les extrants, comme tout ce qui sort de l'unité. Alors, il nous reste de la pression qui pourrait être grande, surtout dans une tour de distillation. On peut fonctionner quand même à des pressions assez importantes. Et puis, on a évidemment des liquides. Donc, la première chose, c'est d'enlever la pression. Imaginez une tour à 30 PSI. Vous ne pourriez pas ouvrir vos vannes de drainage. Vous imaginez la pression qu'il pourrait y avoir en arrière des vannes. Ça serait inconcevable et très dangereux de le faire ainsi. Donc, vous devez absolument dépressuriser avant de vidanger. Est-ce que vous dépressurisez complètement cependant? Non, parce que vous comprenez que si vous amenez la pression atmosphérique dans la tour, qu'est-ce que ça va faire quand vous allez ouvrir votre fameuse vanne de drainage? Bien, vous allez avoir beaucoup de problèmes, là, parce que, je veux dire, vous allez vous retrouver ici à vidanger la tour. Il va se créer un vide là. Puis à un moment donné ou à un autre, il va y avoir un ralentissement du drainage et puis l'air va entrer ici. Puis ça serait un problème, d'autant plus qu'ici, on est avec des hydrocarbures. Faire rentrer de l'air dans mon système serait tout à fait inacceptable, inapproprié et dangereux. Donc oui, vous allez dépressuriser, mais dépressuriser à des pressions qui sont sécuritaires et qui ont été établies comme les bonnes pressions pour dépressuriser vos réseaux. Évidemment, ça dépend des réseaux, des contextes, de la grosseur. Je vous dirais qu'une pression résiduelle entre 2 à 5 PSI, moi je parle en PSI, là, serait à mon avis une pression tout à fait acceptable. Vous m'excusez, j'écris pas très bien avec le crayon. Je vais finir par être bon. Entre 2 et 5 PSI. Il faut que je m'achète le petit crayon avec un pad, là, mais j'ai pas encore eu le temps. Excusez-moi de l'inconvénient que ça peut causer. Donc, entre 2 et 5 PSI, on vidange. Ici, si on prend l'exemple clair de ma dépressurisation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler les gens au gaz combustible et leur renvoyer mon gaz tout doucement jusqu'à ce que j'atteigne la pression minimum à laquelle je peux envoyer mon produit au gaz combustible. Par la suite, mon réseau de torche devrait être évidemment une pression beaucoup plus basse. On le verra, vous l'avez vu dans vos cours, les pressions qui sont généralement entre 2 et 5 PSI. Bien, on va aussi pouvoir envoyer doucement à la torche tout le gaz résiduel que le gaz combustible n'a pas réussi à prendre. Donc, prenons par exemple que mon gaz combustible fonctionne à 30 PSI puis ma torche à 5. Bien, et qu'ici j'étais à 50, bien, vous comprendrez qu'entre 50 et 30 PSI, je vais aller au gaz combustible. Et par la suite, à 30 PSI, je vais aller à la torche jusqu'à mes fameux 5 PSI. Si c'est 5 PSI, ici l'objectif qu'on veut terminer. Évidemment, tout ça, je l'aurais fait en accord avec les gens du combustible, avec les gens de la torche aussi. On ne peut pas envoyer spontanément beaucoup de gaz à la torche. Ça va bouleverser ces mécanismes, vous le savez. Les mécanismes de protection sur les torches sont bons, mais vous avez communiqué avec la torche, puis on vous a spécifié des données du genre, si vous avez des débitmètres, envoyez-moi 3 mètres cubes à la minute, ou sinon en termes de pression, vous connaissez vos débits en lien avec vos pressions, puis on va dire, baisse de 2 PSI jusqu'à 10 PSI à l'heure. Par la suite, tu peux baisser de 3 PSI à l'heure jusqu'à 0 PSI, par exemple. Donc, il y aura toute une nomenclature entourant ça. Donc, un dégazage qui est lent, qui est constant, puis qui est sécuritaire. Puis le but, c'est quoi? C'est d'éliminer les gaz qui pressurisent l'équipement, mais je vous l'ai dit, pas totalement. Vous lirez le reste de l'information, c'est très pertinent, mais c'est très clair. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, je vous ai à peu près dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Évidemment, l'étape 5, la vidange de la colonne, elle, on est rendu à vider les liquides résiduels. Le but, c'est quoi? C'est d'éliminer tous les fonds, dans le fond, les fonds de liquide qu'on a un peu partout
Ça, il y en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est tout un travail de faire ça. C'est généralement là que commence le vrai travail hein, pour les opérateurs. Pourquoi? Parce que c'est très complexe, puis il y a énormément de pièces susceptibles de contenir des hydrocarbures résiduels, ici en l'occurrence. Faisons le tour ensemble pour vous commencer à comprendre la grosseur, la complexité d'un arrêt d'un équipement comme celui-là. Moi, je me promène le long de cette unité-là, puis je me dis, bon, ben ici, je dois avoir des liquides résiduels qui sont emmagasinés parce que j'ai cessé mon alimentation, mais ma ligne d'alimentation est toujours pleine. Hein. Donc, je sais que toute ma ligne est pleine, y compris les sectionnements que j'ai mis ici. Ici, ce serait un bon exemple pourquoi je n'aurais pas cadenassé tout de suite la vanne, hein, parce qu'on se retrouverait, je vais me mettre ici pour que ce soit plus clair, peut-être, je vais juste le zoomer légèrement. Imaginez juste autour des équipements, je prends le fond de colonne, j'analyse le fond de colonne, puis comment je dois drainer. Bon, j'arrive ici, d'accord, j'ai une ligne à drainer, j'ai un drain, ça va bien, on verra comment on traite les drains. Normalement, les drains doivent avoir été aux égouts. Hein. On voit ici qu'on pourrait avoir un drain évidemment aussi juste avant la vanne, puis un drain à la pompe. On voit ici le signe des égouts de procédé dans lequel on va recueillir l'ensemble des hydrocarbures. Donc ici, premièrement, si je veux drainer cette tuyauterie-là, je devrais prendre le drain, je devrais faire amener une tuyauterie qui sera amenée vers les égouts. Dans certaines usines, la tuyauterie, vous aurez le droit à ce qu'on appelle les tuyaux tressés que vous connaissez. Dans d'autres usines ou dans d'autres compagnies comme Shell, il est maintenant interdit d'utiliser des tuyaux tressés et ils doivent mettre des tuyaux rigides, c'est-à-dire des tuyaux pleins en acier sur tout le long des conduites à cause d'accidents ou d'incidents qui est déjà arrivé dans les installations de Shell partout dans le monde. Donc, vous voyez tout de suite la lourdeur, la complexité de faire une vidange. C'est souvent l'étape la plus longue sur les procédés en continu. Là. Sur les procédés en discontinu, c'est beaucoup plus simple à faire, disons. Donc, imaginez qu'ici, je veux aussi drainer. Hein, ici, je dois déjà connecter mes lignes, drainer ça. Drainer ma pompe aussi, évidemment. M'assurer qu'il n'y ait pas une pression résiduelle trop importante dans la pompe non plus. Vous le savez, pour avoir des pressions quand même importantes, particulièrement dans la zone du refoulement, bien évidemment. Vous voyez déjà le topo. Je vais devoir drainer ici aussi, ce qui ici pourrait, je l'espère, me permettre de drainer cette ligne-là, de drainer ici. On ne le fera pas en détail parce qu'on le fera en exercice ensemble, mais vous voyez un peu la complexité de la chose, et ça sur l'entièreté de l'unité. Donc, il faut penser à tous les points bas, particulièrement les points bas ici, les points bas en bas des pompes. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de points bas. Le drainage des équipements comme les échangeurs, dans lesquels on a une grande quantité normalement d'hydrocarbures résiduels, côté tube ou calandre. Ici, on est côté calandre, donc quand même une quantité assez importante. C'est pas pour rien qu'on est connecté aux égouts de façon permanente dans ces cas-là, aux égouts de procédé, évidemment. Donc, c'est ça la vidange. Vidangez vos pompes, vidangez toute trace. Donc, vous cherchez des coudes, hein, vous cherchez tous les coudes et vous vous dites, est-ce que cette partie-là est bien drainée? Est-ce que cette partie-là est bien drainée? Est-ce que cette partie-là va être bien drainée? Puis vous assurez de ne pas en oublier. C'est un travail colossal. Évidemment, en amont, vous aurez des guides qui vont vous permettre de les identifier. Puis nous, dans les exercices qu'on va faire, on va créer un guide simple de travail. Puis on va ensemble bâtir les étapes entourant cet exercice-là. Donc, c'est ça l'étape 5, l'étape 5, c'est la vidange. Je vous laisse lire ici ce qui est marqué. Ça résume à peu près les propos que je vous ai donnés avec quelques éléments supplémentaires. Donc, je vous invite évidemment à le lire, mais je ne vais pas le passer en revue avec vous. Par la suite, je vous rappelle qu'ici, dans certains cas, on pourrait isoler l'équipement comme ça, puis on serait assez satisfait. Mais je vous rappelle qu'ici, on veut faire entrer quelqu'un en espace clos. Donc, on doit nettoyer complètement l'équipement. Puis pourquoi? Parce que quand quelqu'un entre en espace clos, vous comprendrez qu'on ne peut pas avoir aucune trace d'hydrocarbures résiduels à cause de tous les dangers que ça comporte, autant au niveau de la toxicité que de l'inflammabilité possible. Alors on doit nettoyer le système pour venir presque au métal pour que la personne qui puisse entrer dans la tour puisse le faire de façon sécuritaire et de ne pas être stressé. Je vous rappelle que les entrées en espace clos sont quand même des exercices qui peuvent être très stressants.
et mieux aura été nettoyé l'équipement, mieux aura été préparé cette entrée-là à travers la procédure minimum, meilleures seront vos chances de ne jamais avoir d'incident entourant les entrées en espace clos. Puis je vous rappelle qu'en espace clos, un incident amène très très vite un accident et ou un décès. Donc, on va purger et nettoyer, hein, évidemment, avec la vapeur de préférence, hein, s'il y a de la vapeur chez vous. Je reprends mon exemple ici, c'est assez simple. Hein. J'ai la vapeur qui entre dans le bas et je vais, ce qu'on appelle en bon québécois, steamer ma tour, hein, envoyer de la steam, donc de la vapeur, on va steamer la tour. C'est tout un art, la steam de la tour, j'en parlerai dans les exercices. Comment on va faire ça? En gros, c'est très complexe parce que ce qu'on voudrait, si je le fais en une phrase, puis des fois c'est pas toujours possible, ce qu'on voudrait, c'est voir de la vapeur sortir de tous les points de sortie que j'ai identifiés. Donc, si j'ai identifié, je vais revenir sur celui-là puisque je peux le dessiner légèrement. Si j'ai identifié que les points de sortie étaient, disons, les points hauts là, que je retrouve un peu partout. Donc, prenons le point haut ici. Ça, ce serait un point de sortie de ma vapeur que j'ai déterminé. Bon, pas autour des pompes, évidemment. Ça, tiens, c'est une sortie de vapeur. Donc, imaginez tous les points hauts et tous les points bas de sortie de vapeur que vous auriez prédéterminés, puis on en fera dans l'exercice. Bien, on voudrait voir sortir, hein, tiens, aux échangeurs, ce serait un autre point haut, un autre point haut ici. Donc, imaginez que des points hauts, qu'est-ce que je veux? Je veux voir sortir de la vapeur. Vous me permettrez de la mettre en rouge. Donc, je voudrais voir sortir ma vapeur de tous les points hauts que j'aurais déterminés. Et ce, en même temps. Puisque si c'est en même temps, je sais que l'équipement est bien nettoyé. Parce que si j'ai fait un côté, l'autre côté et le troisième après, bien, vous comprendrez que les poches de gaz pourraient se promener d'un endroit à l'autre, des poches de gaz d'hydrocarbures. Donc l'objectif, c'est vraiment, tiens, on aurait celui-là aussi, hein, évidemment, ici à faire. Donc je vais voir la vapeur sortir de tous les points hauts et je vais voir quoi sortir de tous les points bas. Bien, de préférence, je voudrais voir sortir un petit peu de vapeur, hein, avec évidemment du condensat, puisqu'on est dans un point bas. Donc, je m'attendrais à voir de tous les points bas sélectionnés sortir un mélange de vapeur et de condensat. Et ça, je veux voir ça. Si j'ai 5 points de sortie en haut et 5 points de sortie en bas, je veux voir les 10 en même temps avoir une action. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas de transfert de poche de gaz et je sais que le nettoyage est sécuritaire. Vous comprendrez que ça, c'est un art. On en reparlera de façon précise dans notre exercice. Mais c'est un peu ça le but de purger. C'est comme ça qu'on purge efficacement une colonne. Puis évidemment, je vous laisse lire ici les points en lien avec ça et comment travailler là-dessus. Et les autres éléments, vous pourrez lire, c'est très clair. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Maintenant, il est temps de passer à l'étape 7, qui est la pose des plaques d'obturation. La pose de plaques, ça aussi, c'est un art. Ça aussi, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on utilise les schémas que vous voyez ici, parce que sur ces schémas-là, on a justement les endroits dans lesquels on peut poser les plaques, hein, sur des PNID normaux. Là. Vous voyez le joint qu'on voit ici, où on peut glisser évidemment la plaque, on voit les brides, hein, mais normalement sur les schémas, on ne voit pas ces éléments-là. Ici, on les voit, puis ça vous permet de savoir où ils sont. Sur ce schéma-là, je ne les ai pas identifiés et numérotés. Évidemment, lors de l'exercice, on aura une tour assez similaire sur laquelle tout ça est numéroté. Donc, votre rôle à vous, c'est d'isoler l'équipement et de l'isoler le plus sécuritairement possible. Pour l'isoler ce qui est sécuritairement possible, il y a 2 règles générales. Hein. S'il n'y a pas d'entrée en espace clos, vous allez mettre vos plaques d'obturation au plus près. Je vous donne un exemple. Au plus près, mais pas obligatoire d'être le dernier, hein, la dernière plaque. Donc, si ce n'est pas une entrée en espace clos, si je ne fais qu'isoler l'équipement par mesure de sécurité, puisqu'il va y avoir des travaux d'entretien, ben, je peux poser les plaques où je veux. Si ici c'est dur d'accès, puis j'ai besoin d'un grutier, hein, qui amène un opérateur pour qu'il puisse venir poser la plaque, si ce n'est pas une entrée en espace clos, je ne vais pas poser la plaque là. Si ma pompe qui est en bas, hein, qui elle aussi a une plaque, si je pouvais prendre cette plaque-là et que c'est jugé sécuritaire, je pourrais le faire.
Cependant, pour une entrée en espace clos, et c'est obligatoire dans la réglementation, vous devez absolument obturer au plus près. Donc ici, sur cette tour-là, le plus près, si je fais le tour très rapidement, ben, on a ici, plaque, plaque, plaque ici, plaque, plaque ici. Je vais aussi poser les plaques là et poser les plaques ici. Ajoutons à ça que donc en faisant ça comme ça, je me retrouve à pouvoir évidemment faire entrer un espace clos du moment que plus tard, ben, j'ouvrirai mes trous d'homme qu'on retrouve ici en haut, en bas, il y en a même un au milieu. Évidemment, le but de cette isolation-là, c'est quoi? Bien, vous le voyez là, le but recherché, c'est d'isoler sécuritairement l'appareil. Généralement, pour deux travaux, de façon générale, pourquoi on va isoler ainsi et à ce point un équipement, aller jusqu'à l'obturation, ben, c'est pour des travaux à chaud qu'on va avoir dans l'équipement ou autour de l'équipement. Ça représenterait évidemment un danger d'avoir des hydrocarbures présents ici dans les tuyauteries, même sous forme gazeuse, même en petite quantité. Évidemment, pour l'entrée en espace clos, ben, ce qu'on veut, c'est d'avoir un équipement qui est propre, que la personne puisse à la limite respirer sans appareil de respiratoire autonome. Évidemment, vous voyez qu'il faut ébaucher des listes, pour ça qu'on aura des plans numérotés. Il y a tout le genre de plaques, il y a plusieurs genres de plaques, vous le découvrirez bien en usine. Il y a aussi les documents complémentaires qui vous montrent le type de plaque que vous pouvez poser sur Model. Puis évidemment, ébaucher une liste de plaques, quel genre de plaques et où vous allez les mettre, comment vous allez les mettre. D'habitude, évidemment, ces éléments-là ont déjà été faits. Si vous voulez, je fais le petit saut tout de suite pour vous le montrer. Si vous voulez avoir le document complémentaire là-dessus, vous pouvez aller dans la section du cours 6 et 7, risque et espace clos, où on parle dans le détail de l'obturation des vannes. Et sachez que si vous voulez juste vous faire une idée, il y a un document très intéressant, comment on obstrue des conduites, et vous pourrez voir le type de plaque que l'on utilise. Nous, on va regarder le document, mais juste pour voir les techniques d'obturation les plus standards qu'on utilise. Donc, à la fin donc, de ce travail-là, mon équipement aura été isolé. Évidemment, il y a toute une série de tests qui devra être faits, puis une série de permis qui devraient être faits pour émettre les plaques. On parlera des essais et des conséquences de ça dans un autre clip vidéo.